Ce que vous voyez, ce sont des immeubles dont la construction a été stoppée. En Chine, le secteur immobilier est en train de s'effondrer et sans aide de l'État, un tiers des principaux promoteurs immobiliers pourraient faire faillite. Résultat, les petits propriétaires qui n'ont pas reçu les clés de leur appartement sont descendus dans la rue au risque de se faire arrêter. Et 1 million d'entre eux ont décidé de ne plus rembourser leurs emprunts. Cette crise immobilière accompagne et accentue une crise économique plus globale en Chine, puisque ce secteur représente 25% du PIB. Mais alors, comment la Chine en est-elle arrivée là? Et est-ce que cette crise économique chinoise peut devenir une crise économique mondiale? Depuis 30 ans, les deux moteurs de la croissance économique chinoise sont d'un côté les exportations et de l'autre l'immobilier. Et au cours de cette période, énormément de liquidités ont été allouées à ce secteur. Les Chinois ont investi massivement en empruntant beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'en Chine, placer son argent à la banque n'a jamais rapporté beaucoup, que les Chinois sont entrepreneurs, et aussi il y avait l'idée de se dire qu'il vaut mieux placer son argent dans la pierre, c'est plus tangible que d'avoir son argent qui gorde dans un compte en banque à la merci d'un régime, d'un pouvoir politique qui par le passé peut prendre le contrôle de l'économie. Conséquence, les prix se sont envolés, portés par la croissance, ce qui a créé une bulle économique au fil des ans. Mais cette bulle est sur le point d'éclater puisque 3 mastodontes de l'immobilier chinois sont sur le point de faire faillite. H&A, Country Garden et Evergrande. Ça peut créer un ralentissement de l'activité parce que ce sont des géants diversifiés qui pèsent très très lourd. Et puis avec le secteur du bâtiment lui-même, ça implique la construction, ça implique des circuits financiers. Donc la mise à l'arrêt de certains de ces géants, s'il y avait vraiment une faillite ou ce qu'on retourne le plus, un défaut de paiement, c'est-à-dire que ces géants ne puissent plus rembourser leurs créances, leurs dettes vis-à-vis des banques qui les ont financées, il pourrait y avoir un vrai choc en Chine. La Chine fait face à une crise immobilière, mais pas seulement. Elle subit également un fort ralentissement économique. Si en 2010, sa croissance atteignait 10,6%, en 2022, ce chiffre chute à 3%. Cette année, l'objectif est d'atteindre la barre des 5%, mais ce taux reste assez faible pour un pays comme la Chine. Le pays va devoir s'habituer à une croissance beaucoup moins élevée, alors que certaines régions sont encore en développement. Si on prend toutes les provinces du littoral chinois, évidemment, ce sont des provinces extrêmement modernes, avec des PIB très importants, mais dès qu'on entre plus dans les terres et dès qu'on va vers l'ouest chinois, les niveaux de développement économique chutent drastiquement. Si vous sortez des grandes métropoles plus riches comme Shanghai, Shenzhen, notamment au Hangzhou, eh bien, on est encore dans un pays largement sous-développé, avec un système de santé, par exemple, rudimentaire. Autre enjeu auquel l'économie chinoise doit faire face, la hausse du taux de chômage chez les jeunes urbains. En Chine, 21,3% des 16-24 ans ne travaillent pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, la Chine a entamé la transition de son modèle économique. Le but était de passer d'un modèle basé sur l'exportation à un modèle basé sur la consommation intérieure. Et le problème, c'est que cette transition n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, l'université chinoise forme beaucoup de diplômés qui ont des Master 2, mais qui ne trouvent pas emploi puisque l'économie chinoise aujourd'hui n'est pas suffisamment mature pour absorber justement ces emplois-là dans le secteur tertiaire. Donc en réalité, la Chine a toujours besoin d'ouvriers en nombre, mais peu finalement de jeunes diplômés urbains. Mais alors cette crise économique peut-elle se propager comme la crise des subprimes en 2008 qui avait commencé aux États-Unis avant de toucher le reste du monde? La crise immobilière elle-même, selon les spécialistes, ne comporte pas de risque de contagion. C'est-à-dire que les financiers occidentaux, semble-t-il, ne sont pas trop exposés, n'ont pas investi eux-mêmes trop dans ces géants chinois. Et s'il y avait vraiment une chute de ces géants, on pense que les grosses banques chinoises, qui sont pour la plupart publiques, sont soutenues par l'État, de toute façon, viendraient à la rescousse. Il n'y aurait pas un effondrement avec des répercussions mondiales comme ce fut le cas aux États-Unis en 2008. Si les risques de propagation sont moindres, certains secteurs sont tout de même impactés, comme les producteurs de matières premières étrangers. Les grands groupes miniers qui fournissent du charbon et du fer ressentent déjà le ralentissement chinois. Par exemple, le groupe australien BHP a enregistré en juin ses profits les plus faibles depuis la fin de la crise du Covid, et ce parce que ses clients chinois sont au ralenti. Mais qu'en est-il de la France? En 2022, la Chine a exporté près de 78 milliards de marchandises vers l'Hexagone. Du point de vue macroéconomique, si on regarde le PIB français, ça resterait marginal, parce que même si les chiffres, effectivement, les échanges se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, en termes de pourcentage du PIB, ça reste relativement modeste. Et encore une fois, on n'attend pas un effondrement total des échanges. On parle de ralentissement, pas d'effondrement. C'est quand même toute la différence. Donc, s'il y a un ralentissement, effectivement, il y aura un impact sur certaines
entreprises françaises les plus exposées, mais faut pas. Pour l'instant, les économistes sont plutôt rassurants.